Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Les petites cantines, c'est un réseau non lucratif de cantines de quartier où les convives s'accueillent et se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre pour tisser des relations de qualité et contribuer à la construction d'une société fondée sur la confiance. Ils s'appuient sur l'entraide et l'intelligence collective. Aujourd'hui, les petites cantines, ce sont près de 125 000 repas servis depuis le début de l'aventure, soit 37 158 par an. Près de 17 573 adhérents au 31 mars 2024, plus de 35 000 convives en cuisine participative, 35 emplois créés, 15 cantines ouvertes, 26 projets mettant le repas au service du lien social en cours d'accompagnement. Le petit résumé de la maison d'édition. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Diane Dupré-Latour. Ébranlée par la mort soudaine de son compagnon, Diane Dupré-Latour décide de changer les règles du jeu qui régissent son existence. Elle cofonde en 2016 les Petites Cantines, des restaurants participatifs et aux éditions donc à prix libre. Comme à la maison, raconte la solitude et l'isolement. Il montre que le discours actuel de lutte contre la solitude est contre-productif et entretient la honte des individus isolés dans une société hyper connectée. Dans ce récit qui tisse ensemble l'intime et l'universel, Diane Dupré-Latour raconte son chemin personnel de retour à la vie et à la naissance d'un projet qui redonne à d'autres l'appétit de vivre. Diane Dupré-Latour, née en 1981, a débuté comme journaliste dans la presse économique. En 2016, elle a cofondé avec Étienne Touvenot les Petites Cantines, un réseau donc de restaurants de quartier, récompensé par de nombreux prix. En 2020, elle a reçu la distinction internationale de Fellow Ashoka, qui soutient et accompagne des entrepreneurs sociaux visionnaires capables de transformer en profondeur le fonctionnement de notre société. Comme à la maison est son premier ouvrage. Bonjour Diane Dupré-Latour. Bonjour. Si tu le veux bien, j'aimerais, avant qu'on entre un peu plus dans le livre, que tu nous expliques avec tes mots déjà comment ça fonctionne une petite cantine sur une journée, par exemple, pour donner déjà une idée à nos auditrices et auditeurs de quoi on parle. Une petite cantine, c'est un restaurant. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut d'abord venir manger. Ça, c'est le plus important. Quand tu pousses la porte, tu n'es pas une cliente ou un client, tu es une convive. Convivre, vivre ensemble. Déjà, ça pose un peu l'ambiance qui va être plus une ambiance comme à la maison qu'une ambiance de restaurant classique. Et, sur place, il ne va pas y avoir de service. Ce sont les habitants, comme tu l'as dit, qui s'accueillent et qui se rencontrent. Il peut y avoir un responsable de cantine salarié sur place qui supervise le lieu, mais son rôle, c'est pas tant de faire la cuisine, puisque c'est plutôt les habitants qui vont faire la cuisine. La cuisine est participative. Lui, son rôle, ça va être plutôt s'assurer que tout le monde se sent bien, se sent à sa place, qu'il n'y ait pas une population qui chasse l'autre et que tout le monde est le bienvenu. La cuisine, elle est faite, comme je l'ai dit, par des habitants qui peuvent être des étudiants, des retraités, des personnes en recherche d'emploi, vraiment il y a tous les styles et tous les parcours de vie et le fait de cuisiner ensemble, ça va être un moment de lien social. Ça peut être, on peut se retrouver pour le déjeuner ou pour le dîner, suivant les horaires d'ouverture. Ça peut être en semaine, ça peut aussi être le week-end. Chaque petite cantine choisit ses horaires d'ouverture en fonction de ce qui est bien pour l'équipe et bien pour le quartier. Et pour celles et ceux qui ont le temps, on propose de rester quelques minutes après le repas pour donner un petit coup de main pour faire la vaisselle. À chaque fois, toutes les activités, elles sont pensées pour que ce soit un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment dans lequel on n'a pas besoin de jouer de rôle, on est juste soi, on ne sait pas exactement à côté de qui on va être assis. C'est un moment de rencontre un peu improbable, mais la promesse, c'est que c'est un endroit où on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées ailleurs. C'est un endroit pour la différence et c'est un endroit où on peut vraiment se restaurer.
C'est pour ça que le mot restaurant, je le trouve, adapté, je le trouve beau, je le trouve fort. Je trouve que c'est beau de se dire que, on a tous besoin, à un moment donné, de reprendre des forces et c'est beau de le faire les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, nous allons, parler, plus spécifiquement de ce livre qui est paru chez Actes Sud, Comme à la maison. Le livre m'a enthousiasmée, hein, je vais en parler, plus de cet enthousiasme au fur et à mesure que l'on va avancer, dans cette, interview. Page 16, tu écris, «Si je voulais jouer avec l'étymologie, je dirais que c'est un restaurant à but fiduciaire. Le Larousse note que fiduciaire se dit des valeurs fondées seulement sur la confiance accordée à celui qui les émet». Aimer, pour ceux qui nous écoutent, du verbe émettre. Cependant, j'évite d'ouvrir trop souvent le dictionnaire. Je préfère prendre simplement ma place au milieu des convives et résoudre par l'expérience l'énigme du sens de la vie. Alors moi, je trouve qu'on sent bien dans ce passage, en fait, ce qui sous-tend tout ce livre, qui relie donc le particulier à l'universel, qui fait se confronter les belles idées aux expériences concrètes de terrain. J'hésite à employer, le mot «inspirant» qui est un peu galvaudé, mais qui, retrouve ici toute sa noblesse et toute sa profondeur, dans le sens où lire cette histoire telle que tu la racontes nous permet d'affiner des idées, de déconstruire, des approches faciles parce que tu ne cèdes pas à la facilité. On te suit tout au long de ce livre, dépasser, avec humilité tes limites et tu nous incites ainsi naturellement à dépasser les nôtres et c'est une bouffée d'oxygène tellement bienvenue dans le contexte actuel dans lequel tu t'inscris. Cette réalité, tu l'analyses, tu t'y colles pour mieux t'en émanciper et pour cela, un grand bravo et un grand merci. Donc, tu écris, je reprends la dernière phrase que je viens de citer, j'évite d'ouvrir trop souvent le dictionnaire, je préfère prendre simplement ma place au milieu des convives et résoudre par l'expérience l'énigme du sens de la vie. Où en es-tu aujourd'hui dans ta quête de résoudre par l'expérience l'énigme du sens de la vie? Waouh! Hem, donc aujourd'hui, maintenant, on rentre dans une période qui est l'été et l'été, je trouve que c'est une bonne période pour se reposer. C'est une bonne période pour, prendre conscience que, en tout cas pour moi, qu'il y a pas forcément toujours besoin de faire quelque chose, de s'agiter, de construire, de lutter contre, de je sais pas quoi, Mmh. pour, chercher à comprendre l'autre. Que peut-être que l'essentiel, c'est, d'être avec et c'est un peu comme si la relation à l'autre, c'était comme, le chat d'une aiguille, un orifice très étroit, une toute petite ouverture et plus on s'agite, moins on a de chances de réussir à passer à travers et je trouve que l'été nous invite à ça, Mmh. à se poser, à se reposer, et à, profiter de ce que peut-être, d'autres avant nous ont semé. C'est le moment pour, profiter de ce qui a grandi, pour, récolter, pour, cueillir tout simplement et moi, ce que j'ai envie de retrouver, c'est le goût de la richesse, et c'est-à-dire le goût de la relation. J'ai envie de remercier et juste d'apprendre à être avec. Bah, c'est déjà, c'est déjà beaucoup tout ça. Merci. Alors ces petites cantines ont plusieurs particularités qui font leur force et ce qui m'a beaucoup plu et que je trouve qui manque trop souvent, que ce soit d'ailleurs dans le monde associatif ou dans le monde de l'entreprise, c'est ta grande attention portée aux détails, ton observation de ce qui se joue dans des choses auxquelles on prête souvent peu attention. Par exemple, tu écris: «Les éviers sont disposés non pas face au mur, mais à sa perpendiculaire. Ainsi, l'équipe vaisselle du jour peut discuter face à face tout en faisant mousser les assiettes. Les mains dans l'eau tiède, la connexion se fait d'elle-même. C'est à cause de ces minuscules détails, qui n'en sont pas, que le repas partagé et tout ce qui l'accompagne est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants que j'ai rencontrés pour recréer de la confiance dans le quartier. Ces minuscules détails qui n'en sont pas, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous donner quelques autres exemples?
Oui, peut-être d'abord dire que c'est quelque chose qui est pas naturel pour moi. Moi, j'ai pas naturellement, intuitivement une attention, un intérêt porté, aux détails. J'ai plutôt un caractère à aller vite au résultat et à pas trop m'occuper, du reste. Du coup, ça, c'est quand même vraiment un chemin, un apprentissage pour moi. Mmh. Hem, Bah, l'idée qui est derrière, c'est l'idée que c'est pas ce qui est important, c'est pas de faire la vaisselle, c'est comment on fait la vaisselle et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et cette attention aux détails, elle va venir de l'expérience terrain, de l'observation et non pas des idées théoriques, toutes faites. Mmh. Donc concrètement, avec Étienne et avec beaucoup d'autres, on a observé qu'il y avait des convives qui se réfugiaient derrière l'évier et qui, par timidité, par, je sais pas, difficulté à parler aux autres, en fait, avaient tendance à oui, à y trouver refuge, mais de manière un peu en s'isolant un peu. Et comme on n'arrivait pas à lever cet obstacle, on a cherché un moyen que ce soit l'obstacle qui bouge. Voilà, donc on a déplacé physiquement l'évier et maintenant, bah, en fait, ça porte vraiment ses fruits, quoi. Oui. D'autres exemples, je dirais, peut-être se demander à quoi tient une ambiance comme à la maison? Comment on fait pour, reproduire une ambiance comme à la maison? Je pense que ça tient à l'éclairage, je pense que ça tient à l'univers sonore, À l'éclairage, tu veux dire à la lumière dans le lieu? au Ou luminaire, ouais, au luminaire. d'accord. Heu, Ah bah, je trouve ça très intéressant parce que moi, je suis très sensible aux éclairages et dans les restaurants, il m'est arrivé encore récemment d'aller dans un restaurant, d où ce qui était dans l'assiette était, vraiment très, 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 très bon et l'ambiance était pas là parce que c'était des plafonniers avec une lumière assez crue et je me suis dit: «C'est tellement dommage que c'est tellement important» et ça aussi, ça peut sembler un détail, mais en fait, c'est pas un détail, tu as raison. oui, parce que, ça va avoir tout de suite un impact sur nos perceptions. Nos perceptions va tout de suite avoir un impact sur notre corps, nos émotions, sur notre cerveau, sur la manière dont on reçoit les messages. On va les interpréter, on va les émettre en retour. Et j'ai même un frère qui travaille dans le vin et qui a fait des expériences pour voir si on change la couleur de l'éclairage dans la pièce, donc vraiment en mettant une couleur donnée, est-ce que ça change la perception sensorielle du vin? Donc il y a probablement un champ des possibles, aujourd'hui qui reste à explorer. Dans le même ordre d'idée, il y a le bruit, ce qu'on entend. Mon ancienne voisine, elle était architecte sonore, c'est-à-dire qu'elle prend des cartes postales sonores et elle fait très attention parce qu'elle me montrait: «Regarde», on allait sur sa terrasse et on écoutait les bruits de la cour et elle me disait: «Est-ce qu'on fait attention à ça? Et pourtant ça va avoir un impact colossal sur la vie des gens. Quels sont les bruits qu'on entend? Est-ce que ce sont des bruits de moteurs, de robots ou des bruits, de nature ou des bruits humains, des bruits Mmh. d'intimité, des bruits de voilà, ça va jouer sur nous au quotidien. Heu, Chez nous, la cuisine est dans la salle ou plutôt la salle est dans la cuisine. Ça veut dire que quand on pousse la porte d'une petite cantine, on rentre dans une cuisine. Et du coup, avec tout ce que ça comporte de vaisselle, dépareillée, de chaises qui sont autant d'invitations à prendre sa place à table, en métaphore de prendre sa place dans la société, de pain qui est sur une planche à découper. Je pense que presque tout le monde sait couper le pain. Donc tout le monde a les moyens de se rendre utile pour les autres. Il y a des torchons, il y a voilà tout cet, imaginaire et quand on est dans sa cuisine, c'est un endroit où, on se sent souvent, pas observé et du coup, on n'a pas besoin de jouer de rôle et du coup, c'est une invitation à doucement se laisser apprivoiser pour être simplement soi-même. Parmi les particularités de ces petites cantines, il y a aussi donc ce fameux menu du jour à prix libre et les réflexions, que tu nous partages sur la mise en place de ce choix sont aussi très intéressantes. Tu dis: «Il n'y a rien de plus stressant ni de contre-intuitif que d'être derrière la caisse d'un restaurant à prix libre». De fait, cette stratégie tarifaire a la particularité de n'offrir à celui qui la pratique aucune garantie.
Et vous, de votre côté, aux petites cantines, vous savez, vous, tous ceux qui y travaillez, qu'en fin de mois, il faut payer le loyer, les salaires, l'approvisionnement, l'eau, l'électricité et tu précises que de part et d'autre de la caisse, c'est loin d'être un choix confortable, que certains convives, les moins fortunés, avaient honte de ne pas pouvoir donner assez et qu'ils décidaient même de venir moins souvent pour n'avoir pas à rougir d'avoir moins de moyens que d'autres. Tu conclus, voilà comment une bonne idée mal appliquée peut devenir contre-productive. Comment est-ce que vous avez fait évoluer ce prix libre pour que ça fonctionne aujourd'hui, en tout cas que ça fonctionne assez pour ne pas mettre en péril l'existence des petites cantines? Oui, pour être totalement transparente, sur les 14 petites cantines ouvertes aujourd'hui, il y en a un tiers, qui va vraiment bien, qui est sur un modèle, entrepreneurial, non lucratif, épanoui, avec un chouette impact. Il y en a un tiers qui est, à l'équilibre ou juste ou sur la brèche, juste au-dessus ou juste en dessous, mais avec une bonne trésor, d'une année sur l'autre. Ça s'équilibre comme une asso classique. Oui, Un tiers qui est plus en difficulté. Souvent, c'est pour, des raisons humaines, bénévoles, salariés, des raisons conjoncturelles et c'est là que le réseau des petites cantines, va jouer son rôle. C'est que c'est le moment de venir aider, de venir réinsuffler les ingrédients qui font que ça marche, de venir comprendre, de venir aider quoi. Parce que tout simplement dans les cycles de vie de n'importe quelle organisation, il y a des cycles à aider à traverser. Le réseau oui, sert à ça et pour moi sur le prix libre, ce qui compte, c'est de comprendre que c'est pas tant un rapport à la solidarité, une injonction à la solidarité. Il faut que tu sois solidaire, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois face à ta responsabilité sociétale. C'est prix libre et conscient. Conscient, heu, en fait, ce serait conscient si on était hyper, au fait de la transparence des structures de coûts, de l'ensemble de notre société et combien ça coûte le fonctionnement d'un hôpital, combien coûte une voiture, combien coûte on le sait, combien coûte un café, mais combien coûte, la construction d'un immeuble? Je pense que les gens n'en ont pas cette notion parce que c'est pas dans notre culture et que je pense que si on était vraiment transparent sur la structure de coûts, on serait très étonnés des endroits où des marges sont faites ou ne sont pas faites. Et on serait très étonné peut-être aussi du niveau de subvention de certaines, grandes entreprises. Voilà, mais je referme la parenthèse. Donc je pense que c'est pas ça qui se joue, c'est pas un rapport à la solidarité, c'est pas une approche morale, moralisatrice. À chaque fois qu'on fait ça, il y a quelque chose qui se crispe et on voit, la dynamique de la cantine, plutôt piquer du nez, en fait. Au contraire, il faut relâcher et se dire que le prix libre n'est pas un prix moral, un prix juste. En quoi est-ce juste de pouvoir donner quelques centimes, 1 € pour entrée, plat, dessert, café à volonté, le tout avec du bio, du local, du circuit court, d'alimentation engagée, qu'on cuisinait toute la matinée, et cetera. C'est plutôt cette démarche de se dire: «Ce qui va être important pour nous, ça va être la relation. Est-ce que la personne se sent bien? Est-ce qu'elle se sent accueillie comme elle est? Qu'est-ce qui a été donné? Qu'est-ce qui a été reçu? Et cetera. Quelle expérience sociale a été vécue? Et de cette relation va découler la richesse relationnelle. Du coup, le prix libre, c'est pas un prix juste, c'est pas un prix juste, c'est un prix relationnel et qui dit relation, dit: «Je ne maîtrise pas, je ne suis pas tout puissant» et du coup, pour moi, je peux pas contrôler, je ne peux pas prédire, je ne peux pas maîtriser. Du coup, pour moi, c'est pas tant un rapport à la solidarité qu'un rapport à l'incertitude. Quel est mon oui. rapport à l'incertitude? Et c'est pour ça que pour, la personne qu'on appelle le maître caisse, ça vient travailler non seulement notre rapport à l'argent, mais notre rapport à au besoin de contrôle, notre rapport au lâcher prise et l'expérience qu'on propose aux petites cantines, c'est l'incertitude ne vient pas juste malmener notre besoin de sécurité, elle est aussi un champ des possibles incroyable. Ouvrons-nous-y et on a d'autant plus besoin de nous y ouvrir aujourd'hui que ces incertitudes vont s'accroître. On est sur un modèle qui est aujourd'hui de plus en plus fondé sur des fluctuations, de moins en moins sur la prédictibilité. Donc il faut savoir s'ouvrir à l'incertitude sous toutes ses formes pour pouvoir être agile, rebondir et rester relié
et non pas avoir ce réflexe de repli sur soi. Rester relié, c'est la condition de la réussite du prix libre en cantine et à mon avis, ça vaut à une échelle plus sociétale. Le passage suivant, il est en lien avec, ce que tu viens de dire, c'est page 20 où il y a un très beau passage, à ce sujet, où on voit assez bien, je trouve ton talent littéraire parce qu'en plus des sujets de ce livre puisqu'il est en 3 parties et qu'il offre donc, différents angles en fait à cette histoire, ce qui fait que c'est beaucoup plus dense que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Surtout que le livre il est assez petit en termes de pages. Les cours, Et et donc, en plus de tout ce que ce livre nous apporte, il y a, vraiment le plaisir de te lire parce qu'on n'est pas juste dans un récit, factuel. Alors je cite le passage auquel je fais référence, mais en fait j'en ai surligné, sur, quasiment toutes les pages du livre. Alors je cite: «Il ne s'agit pas que peu donne beaucoup, mais que beaucoup donne un peu. Le principal levier économique du restaurant est donc la fréquentation. Ensuite, il m'a fallu comprendre la nécessité de me désintéresser du montant encaissé pour concentrer mon attention sur les relations. Ce que tu viens de dire. C'est ainsi, paradoxalement, que le tiroir caisse se remplit, qu'il commence à résonner, à devenir une caisse claire, le plus bel instrument de la fanfare, celui qui proclame haut et fort dans la rue principale: Regardez, l'économie du don, ça fonctionne. Ce n'est plus une vulgaire caisse, c'est une caisse de résonance. C'est beau, hein. C'est quelque chose, que tu développes, que tu affirmes. Page 22, tu dis aussi: «La richesse économique résulte de la création de richesses relationnelles et non l'inverse». Et ça, c'est vrai que ça semble tellement, contraire à tout ce qu'on entend, hein, dans la société en général. C'est ton constat, spécifiquement pour les petites cantines ou tu penses que ça peut s'appliquer plus largement cette inversion-là d'approche, en fait? La richesse économique résulte de la création de richesses relationnelles et non l'inverse. je suis né d'une relation biologiquement. Quel que soit le contexte de notre naissance, nous sommes tous nés d'une manière ou d'une autre d'une relation et de ce constat biologique, je dirais, la relation précède tout le reste et du coup, à chaque fois qu'on va dire, que la richesse économique est première et qu'ensuite on va essayer de rajouter un petit peu des temps de relation dans l'agenda, des réunions, des machins, des temps de famille, de je sais pas quoi. C'est un peu comme, si on mettait une rustine à chaque fois et ça pète en fait. Mais quand on remet les choses dans le bon ordre, ça reste, ça dure, c'est pérenne. On pourrait développer les choses beaucoup plus longuement avec des arguments très économiques, très rationnels, très concrets. Ça serait un peu long, donc je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre ouvrage. Ça s'explique vraiment, hein, dans la manière de regarder comment son temps. J'ai peur de rentrer dans un gros tunnel si je rentre dedans, mais pour répondre à ta question, les petites cantines, c'est juste un labo où on expérimente des choses. Plus on les expérimente, plus on pourra en tirer des apprentissages et peut-être, à un moment donné, passer le relais à des chercheurs au milieu académique qui pourront, objectiver les choses et les rendre, plus facilement appropriables à d'autres, acteurs de la société. Moi, je suis, convaincue convaincue. Moi, j'ai cette intuition que le prix libre est une stratégie tarifaire qui peut être pertinente dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, qu'ils soient à moyen non lucratif ou pas. La lucrativité, c'est pas une finalité, c'est juste un moyen en vue d'eux. Et il y a déjà des exemples. Je pense à un boulanger dans le Nord qui, face au contexte d'inflation, pour ne pas perdre de clientèle, a décidé d'abaisser le prix de sa baguette à 60 centimes et au-delà, c'est à prix libre. Résultat, il n'a pas perdu sa clientèle qui avait perdu du pouvoir d'achat. Il a, il l'a conservé, il a conservé la clientèle qui avait perdu du pouvoir d'achat et ceux qui avaient les moyens de donner plus ont fait plus et il a même augmenté sa clientèle du fait du capital sympathie. Donc même sans être altruiste, d'un point de vue strictement entrepreneurial, le prix libre est un calcul très rationnel. Et tu écris aussi, donc et ça rejoint aussi ce que tu viens de dire: «Ce restaurant est ma salle d'entraînement, un pas de côté, un ailleurs, une mise en lumière de nos œillères, de notre cécité,
de nos aliénations, de nos choix de société, de l'emprise qui se camoufle derrière une fiction de bien-être dont profite une partie de la population. La relation est première, tout le reste en découle. Nos petites richesses viennent après. Plus que le pas de la porte, c'est ce pas-ci qui est le plus difficile à franchir. La prise de conscience que le huis clos n'est pas à l'intérieur du restaurant, mais à l'extérieur. Et on sent là ce point de bascule. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots plus spécifiquement de ce huis clos qui n'est pas à l'intérieur du restaurant, mais à l'extérieur? Oui, heu, Olivier Hamon, le biologiste qui est directeur aussi de l'Institut Michel Serres à Lyon, heu, dit qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui est dans une dérive sectaire autour de cette injonction à la performance. C'est comme si, on était dans un système sous emprise, qui fonctionne avec une manière de voir très particulière, qui est complètement questionnable. Aujourd'hui, on est tellement dedans qu'on ne se rend même pas compte, des aberrations qu'on est en train de vivre. Enfin, on ne s'en rend pas compte. En fait, on le sait. Notre corps le sait. Tous les burn-out, tous les épuisements, cette accélération absurde, ce sentiment d'impuissance aussi face à un système qui est comme une toile d'araignée qui nous paraît tellement complexe qu'on ne sait pas, par quel bout sortir, par quelle voie. Tout ça, c'est le mécanisme de l'emprise, qu'on connaît à l'échelle interpersonnelle, que sur lesquelles les psychothérapeutes ont travaillé. Donc il y a des voies de sortie qui sont tracées pour sortir de l'emprise. Il me semble qu'il y a un parallèle à faire et que, ce qui est valable à l'échelle relationnelle interpersonnelle l'est à une échelle relationnelle plus collective. Un système, ça n'est rien d'autre qu'un ensemble d'interactions. Donc ça veut dire qu'en transformant nos interactions, on se transforme soi, on transforme le système. Donc, il me semble que s'il fallait agir, sur un point d'acupuncture, ça serait sur la Oui. nature de nos interactions et il me semble important de le faire de manière non violente. On a cette tentation de la violence, entre le déni, la panique, on aurait envie de convaincre l'autre par la volonté, bien fondée de ce qu'on fait et qui se range à notre vision des choses. Mais ça, c'est juste utiliser exactement les mêmes armes que le système qu'on combat. Donc ça, ce serait un échec. Il me semble que la vraie réussite, ça serait, patiemment, mais avec détermination et clarté, de travailler sur une transformation de nos interactions, tout en restant, non pas dans des rapports de pouvoir et de domination les uns par rapport aux autres, mais dans des rapports de coopération et d'équivalence. Il me semble que le repas est une expérience très simple pour expérimenter ça. Les chaises, elles sont toutes à la même hauteur. Chaque convive a sa place, chacun a une place distincte. C'est pas la fusion. On est séparés et pourtant on est reliés par la table. Ensemble, on va, heu, poser un acte de confiance qui est de partager, le même repas, faire confiance à ceux qui l'ont cuisiné et à toute la chaîne alimentaire qui est derrière. Ça va nous nourrir, ça va nous donner de l'énergie, donc c'est un acte de confiance de dingue et on va, par ce qui est dans l'assiette et par la parole, transformer, mettre notre empreinte, mettre notre emprise, mais cette fois une emprise positive sur le monde pour apporter plus d'humanité. Ça, c'est la philosophe, Hannah Arendt qui dit que la table est une incroyable, image, pour notre capacité humaine à transformer le monde et ça, on peut s'en réjouir. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne de la joie. Tu écris aussi et la lignée de là, ce que tu viens de nous expliquer: «Depuis que je m'occupe de ce restaurant, il y a un chemin dont j'ai appris à me méfier, celui du boulevard des convictions. Il ne laisse pas assez de place à la nuance, à l'intelligence situationnelle. Chercher à convaincre l'autre, c'est bien souvent passer à côté de la personne». Alors j'aimerais parler de ce moment de bascule, dans ta vie lorsque tu perds ton compagnon et de tout ce que ça change pour toi jusqu'à la création des petites cantines. J'aimerais parler de tous ces épisodes, de ces étapes qui jalonnent et nourrissent ton parcours. Mais en fait, j'ai fait le choix de me retenir et de laisser au lecteur l'enrichissement
de la surprise, de la découverte telle que je les ai vécues, parce que je trouve que la construction du livre est importante et que ça ôterait de raconter en fait ce que tu racontes déjà dans le livre au niveau du récit personnel. Je préfère le laisser découvrir, et donc j'ai choisi de plutôt pointer des passages, là, comme on a commencé à le faire, des réflexions qui m'ont enthousiasmé. Par exemple, au début du chapitre Marcel Le, où tu écris: les journalistes, pour aller plus vite, disent que la mission de ce restaurant participatif est de lutter contre la solitude, que c'est un lieu qui permet de recréer du lien social là où ce dernier est complètement disloqué, c'est-à-dire dans les grandes villes où la solitude et l'anonymat déciment des pans entiers de la population, toutes générations confondues. Je ne les contredis pas. Cependant, je me dis que lien social est devenu un stéréotype, un symbole périmé, un mot valise qui n'emmène plus personne nulle part. C'est tellement vrai en fait, il y a tellement de mots valises que l'on a usés jusqu'à la corde et qui sont devenus des coquilles vides, et à de nombreuses reprises, ton sens de l'observation, tu dis que c'était pas ta première nature, mais moi ça m'a frappé en fait quand même dans tout le long du livre. Ton sens de l'observation très aiguisé fait mouche et vient nous bousculer. Tu démasques les faux semblants, les fausses bonnes idées, le prêt-à-penser. Cette quête de justesse, cette vigilance qui demande à l'esprit de ne pas s'endormir pour analyser, observer, être attentive, qu'est-ce qui la motive chez toi? Hem, le désir, Mmh. le le désir de relation, le désir de comprendre l'autre et les difficultés que je rencontre. Hem, la conscience aussi qu'on a 2 yeux pour voir et 2 oreilles pour entendre, et qu'on peut choisir aussi ce qu'on regarde, de la même manière qu'on peut choisir ce qui nous nourrit. Mmh. On peut choisir sur quoi on va porter notre regard. Est-ce qu'on va porter notre regard sur, des choses qui n'en valent pas la peine ou qui sont finalement insignifiantes, inconséquentes dans le sens où elles n'ont pas le pouvoir de porter des conséquences, ou est-ce qu'on va, porter notre regard sur des petites choses qui ne font pas de bruit, mais qui, contiennent un potentiel extraordinaire? Hem, oui, on appelle ça la grâce des petits commencements, et du coup, heu, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir honte de pas avoir prêté attention à des choses qui me paraissaient insignifiantes, alors qu'en fait, elles sont la clé de voûte de quelque chose. Et maintenant, j'ai cette inquiétude, cette vigilance de passer à côté de choses que j'aurais négligées, et j'ai pas envie de revivre cette honte-là. Donc, je j'essaye, j'essaye d'enlever mes chaussures quand je rentre dans un espace qui va être un espace relationnel, pour pas écraser les petites fleurs. D'accord, oui. On va reparler de cette idée-là aussi. Alors quand même brièvement, j'ai dit que je voulais pas m'arrêter sur les étapes, mais page 37, entre l'âge de 14 et 22 ans, tu vis une expérience de bénévolat donc auprès de cette fameuse Marcel qui t'a aidé, dis-tu, à sortir de l'habit de sauveur que tu avais revêtu, de ton imaginaire peuplé d'aidants et d'aidés qui assignait à chacun une place bien définie. Et tu écris: il a fallu tout son talent et beaucoup de temps pour que je réussisse à déconstruire cette relation à sens unique et permettre une vraie rencontre, celle qui révèle la part vivante en nous et nous met en mouvement. J'aimerais bien que tu nous dises quand même en quelques mots, parce que ça me semble assez fondateur cet épisode avec Marcel, et en fait aussi parce que te remettre en question, c'est aussi, il me semble, une des clés de la réussite des petites cantines. Qu'est-ce que cette expérience avec cette fameuse Marcel t'a apporté pour les petites cantines? C'est qu'après l'accident, au moment où je me suis questionnée sur, ma trajectoire, je suis pas mal allée me balader. J'ai pas mal marché dans les monts du Lyonnais, le massif du Pilat, le massif du Vercors, et cetera, la nature autour de Lyon, heu et
j'ai essayé de me souvenir de, quand est-ce qu'il y avait, de la joie dans ma vie et je me suis souvenue de ce que je ressentais quand j'étais ado et que j'allais voir, Marcel, cette personne âgée qui habitait à côté de chez moi. C'était rue Galande à Paris, à côté de la place Maubert. Un vieil immeuble, datant de la Révolution, un loyer loi 48, c'était vraiment charmant en fait, l'endroit et tout chez Marcel était authentique et hem et du coup, c'est un peu comme, il y a 2 manières un peu de relire sa vie. Soit on la relit manière, «C'est quoi mon CV?» Mmh. et soit on la relit genre: «C'était où les étincelles?» et je suis allée rechercher ces étincelles et puis, heu, je m'en suis souvenue vraiment longtemps après. J'ai pas du tout pensé au début des petites cantines. Au début des petites cantines, j'étais juste dans la relation avec Étienne Touvenot, avec qui on a monté ce projet et c'est le jour où quand on a ouvert la première petite cantine, on a fait la liste la veille de l'ouverture. On a fait la liste avec Étienne de tout ce qui nous manquait pour le jour J. Dans la liste, il y avait un pot à crayon, pour mettre sur le bureau d'accueil et du coup, j'ai cherché, j'ai farfouillé chez moi partout, et j'ai trouvé une boîte en métal, qui était la boîte en métal qui était chez Marcel. Parce que quand elle est décédée, j'ai pu partir avec un objet et j'ai pris la boîte, dans laquelle elle mettait les gâteaux, quand je venais la voir et je me suis souvenue de Marcel et voilà et ça s'est et j'ai ressenti la même joie et je me dis: «Mais c'est la même joie aux petites cantines» et voilà, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil et puis après, longtemps après, pour un concours, enfin pour une conférence, j'ai eu besoin de faire un pitch, c'est-à-dire, de présenter le projet. Je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter?» parce qu'on m'avait dit: «Il faut que tu racontes quelque chose» et je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais prendre le pot à crayon et je vais raconter Marcel». Je t'ai vu, sur le lors de la remise du prix, Fellow Ashoka au Grand Oui, Palais raconter ça aussi, oui. voilà, c'est ça et en fait, le matin de ce pitch, je me suis réveillée avec le radio réveil et j'ai entendu: «Aujourd'hui, nous fêtons les Saintes Marcel, bla 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 bla» et la météo et j'ai juste, je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment rigolo». Voilà. Joli petit clin d'œil. Mmh. Alors après cette première partie, où tu nous décris les petites, cantines, on est pris de court dès la page 39 où là, on bascule brutalement dans ton histoire intime, dans cet accident de la vie qui a précédé l'aventure des petites cantines, un accident extrêmement violent que je ne vais donc, pas trop raconter. Ici aussi, ce qui m'a touchée, et enthousiasmée, c'est ta franchise. Tu assumes tes erreurs, tes faiblesses et tu les valorises parce que tout ce qui peut dans ta vie, dans nos vies, paraître bancal, paraître vulnérabilité, échec, infirmité, peut servir à progresser. À propos d'une relation donc que tu as vécue sous emprise, tu écris: il ne faut pas s'en vouloir de ces moments où l'on n'a pas su se défendre, pas su se protéger, pas su être soi. Le pire, je crois, c'est le regard des autres. Comment peut-elle être aussi gourde, avoir une si piètre estime d'elle-même? C'est mon histoire, c'est comme ça. Cette absence de lucidité en a fait partie. J'ai même appris depuis à aimer cette infirmité. Ce n'est pas parce que c'est écrit tout tordu aujourd'hui que cela n'apparaîtra pas très aligné à la fin. Alors ça, j'ai trouvé que c'est vraiment un beau message d'espoir. C'est efficace, c'est imparable. Mais l'espoir chez toi n'est pas utopique, ou alors peut-être dans le sens, je trouve, où l'entendait Théodore Monod lorsqu'il disait l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui est irréalisé. Est-ce que ça te convient, cette définition de l'utopie? Oui, oui, moi je la reprends complètement à mon compte. Heureusement qu'on peut s'autoriser à rêver, à croire que nos rêves sont réalisables et moi je dis juste qu'on sous-estime notre pouvoir d'agir et on surestime la puissance de ce qui nous en empêche. Ça n'a la puissance que ce qu'on leur prête, en fait et ça veut pas dire qu'on est des super héros, qu'on est super forts, hein. Moi, je suis en permanence, avec le projet des petites cantines, confrontée à mes limites tous les jours, à mon manque de compétences, à mon manque de savoir, mais je suis pas toute seule. Je peux m'appuyer sur les autres, on peut trouver des solutions pour contourner les choses,
On peut trouver un moyen toujours, en fait. Je suis pas toute seule et du coup, c'est pas la question, c'est pas: «Est-ce que je suis valable?» C'est: «Est-ce que je suis reliée?» Et on peut répondre à ce besoin de se sentir relié avec les autres, mais on peut aussi répondre dans la solitude. Et je pense qu'aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, tu parlais de lutte contre la solitude. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une coquille de langage. Je pense que si on éradique la solitude de notre société, on se prive, pour le coup, on s'empêche cette épreuve de soi qui peut être douloureuse, mais qui est quand même source d'une incroyable autonomie et qui est quand même la condition pour pouvoir résister à un système qui nous maintient sous cloche et qui est quand même la condition pour être à sa juste place, prendre conscience de toutes ses ressources, savoir ce qui est unique chez nous et que personne d'autre ne pourra apporter à notre place. Donc surtout, ne nous privons pas de solitude, au contraire, préservons-nous des espaces dans le brouhaha ambiant. Voilà, ça répond à notre besoin de nous sentir reliés exactement comme peut l'être la relation avec les autres. Toi, tu pointes bien, hein, parce tu déroules sur plusieurs pages tes réflexions sur la solitude et tu pointes bien une distinction entre solitude et isolement. Oui, parce que l'isolement, à contrario, c'est pas du tout enfin, autant la solitude, c'est lié au fait qu'on est unique, donc c'est pas qu'on est les seuls enfin, c'est pas qu'on est seuls, c'est qu'on est les seuls à vivre quelque chose, ça parce qu'on est unique. L'isolement, c'est, plutôt une construction sociale. C'est ensemble, on va définir, qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met dehors. On trace une ligne, pour dessiner les contours de la maison et qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors. Et aujourd'hui, on met dehors, hem, ce qui est différent de nous, alors même que la différence répond à notre besoin de nous sentir reliés. Et on met dedans on garde dedans, des choses comme la peur de l'autre, des choses comme l'indifférence qui peut être très, très violente, ou la violence tout court, en actes, en psychologie, relationnelle et tout ça. Et ça, je veux dire, si on se sent pas en sécurité, on peut pas répondre à son besoin de se sentir relié. Les 2 sont vraiment inséparables. Donc il me semble qu'il faut redéfinir cette ligne de fracture entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et tu parlais tout à l'heure de fausses barbes. Oui, il y a des isolements qui sont cachés sous des apparences de grandes connexions. Et on peut être très intégré dans la société, avoir un travail et cetera, mais avoir un rapport au travail qui est source d'isolement. On peut, être très intégré, avoir beaucoup d'argent, mais avoir un rapport à l'argent qui nous coupe des autres. On peut être très connecté, mais avoir un rapport aux écrans qui nous coupe de nous-mêmes. Bon, voilà, donc c'est comment on fait les choses, en fait? Qui aliène quoi? Est-ce que c'est nous qui maîtrisons les écrans ou est-ce que c'est les écrans qui nous aliènent, en fait? Et du coup, pour moi, l'issue, c'est pas de lutter contre, les écrans, le travail, je sais pas quoi, on en a besoin et ils nous font gagner énormément de temps. Enfin, en tout cas, ils nous apportent beaucoup de choses, mais c'est comment on travaille sur notre relation. Oui. Par exemple, pour les écrans, c'est, Jean Pouly qui va parler de la technoférence, l'impact de la technologie sur nos relations. Et ben, comment on travaille sur la nature de cette relation et la nature de la relation aux autres en contexte, où la technologie prend pas mal de place. Voilà, on a autant, autant il y a des ressources qui sont limitées sur la planète, autant la relation, à mon avis, c'est la ressource inépuisable du XXIe siècle. On n'a pas fini de l'explorer. La solidarité, la chaleur humaine qui s'exprime par l'alimentation, tu l'as vécu toi-même avec tes voisins et avec un petit réseau d'entraide lancé par des amis du quartier, Tic et Troc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ces expériences et de ce qu'elles t'ont apporté? Oui, ce sont mes amis, Afiza, Laure, JB, tout ça qui, après l'accident, il se trouve qu'ils ont eu envie de monter ce système de tickets troc. Donc, on était 6 foyers. Chaque foyer, était composé de personnes, d'âge et différents. Il y avait des familles monoparentales, personnes âgées, familles tout court. Et chacun recevait 3 tickets. Un ticket égale un service et c'était rigolo de voir circuler les tickets. Et en fait, moi, surtout, ça m'a, aidée à dire: «J'ai besoin de toi». Parce que c'est pas évident d'être toujours la personne qui demande de l'aide. C'est pas quelque chose qu'on apprend, qui est valorisé dans la société. On valorise plutôt le fait de pas dépendre des autres et
Éventuellement, on peut valoriser le fait d'aller aider les autres, mais dire à l'autre: «J'ai besoin de toi», c'est quand même plus dur et de se retrouver à le dire plusieurs fois de suite. «Est-ce que tu peux venir m'aider à ci? Est-ce que tu peux ça? Est-ce que machin? J'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça». Parce que moi, j'étais à ce moment-là dans une période, très vulnérable. Ma famille habitait pas à Lyon et cetera. C'est pas évident de demander toujours aux mêmes personnes. Mais quand la vie étant bien faite, peut-être qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas aider, mais il y en a d'autres qu'on peut aider. Parce que je peux prêter ma voiture, ça me enfin, parce qu'en fait, un tel peut venir réparer mon radiateur quand moi je peux, filer un coup de main sur autre chose et ben, on s'aperçoit que ça circule, c'est circulaire, c'est un système, on aide certains, on est aidés par d'autres et du coup, on rentre dans cette logique relationnelle qui consiste à dire non plus: «Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds?» La vision un peu utilitariste de la relation, mais plutôt qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Et un coup je suis dans un rôle, un coup je suis dans l'autre et le monde est bien fait. Un petit passage, page 95 m'a beaucoup plu aussi. Tu es en train de réfléchir au projet que vous allez, créer avec ton ami Étienne Touvenot. Il énumère plusieurs idées et tu l'arrêtes et tu écris: «Attends, cette idée de cantine de quartier me plaît. Le lien qui sort dans la rue tout seul avec ses petits pieds pour aller s'installer à la table d'un restaurant de quartier et puis quand il a bien mangé, qu'il a un peu aidé, il remonte chez lui, les escaliers 4 à 4, se réinstaller dans son canapé, crever mais guilleret et rien n'a changé, mais tout a changé. On le sent quand l'intime rejoint l'universel». Ton intuition donc, est-ce qu'aujourd'hui tu considères que c'était la bonne? Est-ce que c'était ce projet qui se prêtait le mieux pour concrétiser, ce que tu souhaitais mettre en place, au moment où tu l'arrêtes et où tu as, cette intuition? Notre intuition avec Étienne, c'est celle qui nous a permis de lancer un projet qui nous ressemblait et parce qu'il Oui. nous ressemblait de manière, très intime, très personnelle à nous 2, il a rassemblé plus largement. Je pense que plus on se rapproche de soi, plus on se rapproche des autres. Moi, je suis très, très reconnaissante à Étienne, de sa disponibilité et de cet élan qu'on a eu tous les 2 parce que franchement, sans lui, sans Bertrand, sans Isabelle, sans Juliette, sans Fouad, sans tous ceux qui nous ont rejoints, à ce moment-là, on n'aurait pas fait grand-chose et finalement, avec Étienne, on a donné un élan. Mais l'huile de coude, elle a été mise par 1000 personnes, en fait et les idées, le modèle, il a été conçu de manière, très, très collective et encore aujourd'hui. Heureusement que, notre intuition, vraiment une allumette, c'est tout petit, hein. Craquer une allumette, c'est un petit geste qui prend une seconde et la question, c'est comment on va maintenir la flamme, en fait. C'est ça. Comment on va maintenir la flamme? Est-ce qu'il va y avoir des gens pour la reprendre, la faire grandir, améliorer les choses? C'est ça le sujet aujourd'hui. Et alors, page 124, tu écris: «Je croyais naïvement que la volonté individuelle tirait tout vers l'avant. Je m'aperçois que lorsqu'elle joue le rôle de locomotive, elle a surtout tendance à passer en force et risque d'écraser les petites pousses qui croissent le long du chemin de fer». On en revient, hein, à écraser les petites fleurs comme tu disais tout à l'heure. Donc, d'écraser les petites pousses qui croissent le long du chemin de fer, l'écoute et la confiance m'apparaissent comme une boussole, plus sûre que la volonté individuelle dans cet univers où tout est résonance. La volonté a sa place à bord du train, mais son énergie colossale est en queue de rame. C'est elle qui refoule, qui pousse de toutes ses forces les autres wagons, non moteurs, attachés à la voiture de tête. Sans elle, c'est assurément le décrochage. La volonté individuelle est indispensable, mais son instinct mal orienté fait autour d'elle autant de dégâts que de bien. Toi qui as été journaliste économique, est-ce que tu ne penses pas que ces valeurs dont tu parles, ces nuances sont bien trop négligées aujourd'hui? Parce que c'est quand même ce qui est beaucoup mis en avant, hein, que ce soit dans la société, dans les écoles de commerce, dans les modèles, qu'on nous sert, cette volonté individuelle et moi j'adhère, complètement à cette analyse, sur le fait que mal orientée, effectivement, elle fait beaucoup de dégâts. Oui, il y a une transformation des mentalités à vivre. On a cette croyance, que parce qu'on fait ce qu'on veut, on va trouver le bonheur.
mais il me semble que ce qu'on est en train de vivre nous montre les limites de cette, croyance. Grâce à la technologie, grâce au numérique, aujourd'hui, en 3 clics, on peut avoir ce qu'on veut et on peut répondre à notre besoin de sécurité, on peut répondre à nos besoins, nos envies et cetera et pourtant, est-ce que le niveau de bonheur et de bien-être a augmenté? Rien n'est moins sûr. Au contraire, on a appris à se passer des relations, à les contourner, à vivre sans et on se retrouve complètement asséché. Et quand on est asséché, que les racines, elles sont pas, plantées profondément et ben, on est dès qu'il y a un coup de vent, on s'écroule, en fait. Et aujourd'hui, il y a une urgence parce qu'on va traverser des secousses. On en traverse déjà. Il y a une urgence à retrouver ses racines, au sens, du lien avec la solitude, hein, parce que, il y a une urgence à étendre nos branches, plus largement, à ouvrir les yeux sur le fait qu'on n'est jamais seul et qu'il y a toujours du monde à côté, quelle que soit la nature, en fait et simplement, il y a un peu des obstacles à lever parce que c'est pas si évident de d'aller vers l'autre, de se relier aux autres, de se montrer tel qu'on est. Il y a toujours la peur d'être jugé, la peur d'être exclu, la peur d'être, abandonné et quand on a cette peur, on a tendance à soi-même exclure les autres, de peur que ce soit les autres qui nous excluent en premier. Donc je pense qu'il y a un changement des mentalités, un reconditionnement à faire ensemble. De la même manière que quand, je pousse la porte d'un supermarché, j'adopte le comportement d'un supermarché, c'est-à-dire je vais droit au but, je regarde le prix au kilo, je vais direct à la caisse, et surtout je parle à personne. Mmh. Heu, mais quand je pousse la porte d'une petite cantine, je m'attends à un comportement bienveillant, non jugeant, d'entraide. Du coup, moi-même, j'adopte ce comportement. C'est pas une histoire d'être gentil, méchant, altruiste ou pas altruiste, c'est juste j'adopte, je me comporte en fonction des attentes de comportement. Donc il y a un reconditionnement collectif à envisager. Oui, et tu écris aussi, page 130, «L'emprise dévitalise l'autre, le repas partagé le revitalise» et un peu plus haut, tu écris que le repas partagé est un système qui est l'exact opposé de l'emprise. Au lieu d'aliéner et de créer des mécanismes de dépendance, il nourrit, autonomise et émancipe. En quoi est-ce qu'il autonomise et émancipe le repas partagé? Aujourd'hui, quand on parle d'alimentation durable, on entend bio, local, circuit court, moins de protéines animales et cetera. Et jamais on, parle de la dimension relationnelle du repas. Sous-entendu, demain je mange, un plat hyper bio face à mon écran, je suis dans l'alimentation durable. Il me semble que le repas est toujours une affaire de relation, même quand on mange seul. C'est le poète anglais, John Donne qui dit: «Aucun homme n'est une île». Aucun homme n'est une île, ni dans l'espace, donc c'est la dimension de repas partagé, ni dans le temps, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Quand on a ouvert la 1re petite cantine le 1er septembre 2016 à Lyon, dans le quartier de Vèze, à côté de chez moi, au menu, il y avait une tarte aux mirabelles. C'était en fait une habitante du quartier qui était passée la veille de l'ouverture avec un gros panier à mirabelles, en disant, «J'ai des mirabelles dans mon jardin, je vous les offre», voilà et du coup, bah, on avait fait des tartes aux mirabelles le lendemain et bah, je trouve que c'est un excellent exemple. C'est-à-dire, ce dessert nous a reliés au geste de cette voisine qui nous a apporté des mirabelles de son jardin. Donc j'imagine qu'elle a pris soin de l'arbre fruitier, que quelqu'un d'autre a planté. Et en plus, il se trouve que ma grand-mère était alsacienne et que, un de ses desserts préférés, c'était la tarte aux mirabelles. J'en ai fait beaucoup avec elle quand j'étais petite, donc moi, c'était carrément une Madeleine de Proust pour moi. Et du coup, moi, ça m'a reliée émotionnellement à mon histoire familiale. Ah et j'ai vraiment pensé à ma grand-mère ce jour-là et je m'y attendais pas. Donc, à quel point le repas est une histoire de relation, même quand on mange seul. Dans le temps, dans l'espace, de manière verticale, horizontale et en profondeur, en fait. Oui. Je vais revenir sur un passage, lors de l'accident de voiture qui a coûté la vie à ton compagnon. Tu dois te rendre à l'hôpital et tu l'appelles, cet hôpital, depuis le train pour avoir des nouvelles de tes enfants. Tu écris: «Je sens que mes nerfs vont lâcher» et on te répond: «Je vous entends très mal madame, je suis dans le train. Il s'agit bien de mes enfants, mais il est impossible de me donner des nouvelles par téléphone. Ils ne peuvent me dire qu'une chose, un des 3 enfants, le plus jeune, est en réanimation.
Je gémis. Ma fille, 2 ans, c'est trop jeune pour être en réanimation. Non, madame, c'est un garçon. Nous vous donnerons les bonnes informations lorsque vous serez sur place, à condition que vous soyez calme, madame. Sinon, vous ne verrez pas vos enfants. Je raccroche. Nos institutions ne sont pas organisées pour accueillir le rugueux de la vie quand il se présente. Ce ne sont pas les gens eux-mêmes le problème, c'est ce système qui les maintient sous cloche. L'efficacité, le respect des normes sont devenus à tel point une fin en soi qu'on en oublie ce pourquoi ces institutions ont été conçues. Deux points. Prendre soin de ce qui est vivant. Par rapport à la période qu'on est en train de vivre, cette phrase m'a beaucoup marquée parce que c'est aussi un des axes de tout ce qui sous-tend les interviews sur So Sweet Planet, prendre soin de ce qui est vivant. Et c'est un peu la clé, en fait, non, de tous les enjeux du moment. Oui, et le lien avec les institutions, c'est que le cadre ne nous enferme pas, il nous libère. Et avant de répondre à notre besoin de relation, il s'agit de répondre à notre besoin de sécurité. Donc, moi, je pense que on a besoin, enfin, en tout cas, aux petites cantines, le cadre est fort. C'est le rôle du responsable de cantine, de garantir ce cadre. Pour jouer à un jeu de société, il faut que les règles du jeu soient simples, transparentes, appropriables par tous et respectées. C'est la base de l'inclusion. Si je connais pas les règles, je ne peux pas participer au jeu. Hem Et je pense qu'à l'échelle de la société, c'est pareil, on a besoin d'institutions fortes qui garantissent ces règles du jeu. Quand on a le sentiment, d'abus, d'être abusé, tout ça, du coup, on a une manière de répondre à notre besoin de relation qui, se cantonne à l'entre-soi parce qu'on croit que l'entre-soi va répondre à notre besoin de sécurité. Mais on passe à côté d'une richesse incroyable et je pense que le vivant, réside dans cette relation, dans les relations. Il est toujours en relation. Quand c'est figé, c'est mort, c'est une image, c'est le vivant, c'est jamais, statique, en fait. Ça c'est toujours en mouvement et la relation, elle est pareille, en fait et et oui, parfois, on sait plus très bien où est-ce que le vivant se niche et aujourd'hui, on est en train de réexplorer les voies du vivant. C'est pour ça on a besoin de s'appuyer de plus en plus, sur les jardiniers, sur, les biologistes, sur ceux qui prennent soin de la vie sous toutes ses formes et parce que je pense que c'est en observant ça qu'on va trouver des voies pour nous sur le plan économique, sociétal, sur comment concevoir nos politiques publiques, transformer nos expériences sociales à partir de cette expérience de la vie qui nous est, offerte à l'observation. Alors, dernière question, un petit passage, page 133. Consentir à ce qui est là, même si ma volonté le voudrait autrement. C'est comme lorsque nous cuisinons à partir des invendus et des produits moches, nous fabriquons de l'or avec ce que nous avons sous la main. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec le destin? Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde de faire de l'or avec son destin? Oui, je fais référence à, des propos que j'entends souvent, en cantine, dans la bouche des convives, cette notion de destin. Hem, mais je pense qu'il y a un muscle qu'on a tous à l'intérieur de nous, c'est le muscle, de la confiance. Je pense à la confiance en soi, je pense à la confiance en l'autre, je pense à la confiance en l'avenir et parfois ce muscle est atrophié, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a tous et qu'il va pas disparaître. Et je pense qu'en l'activant sur des petites choses, progressivement, on en reprend conscience et on décuple, notre pouvoir d'agir et on reprend notre vie en main et oui, 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 je pense que chacune d'entre nous, on peut faire de l'or avec ce qui se présente à nous, même avec le plus dur. Démonstration par l'exemple dans ce très beau livre donc de Diane Dupré-Latour, Comme à la maison, paru chez Actes Sud. Je vais mettre, le lien pour, pouvoir, pour que nos auditrices et auditeurs, qui écoutent ce podcast, donc dans le descriptif du podcast, vous trouverez le lien
pour l'acquérir sur le site des librairies indépendantes. Et un grand merci pour ce livre et pour cette belle rencontre. Merci Vraiment, beaucoup. je te souhaite une très belle et bonne continuation. J'ai lu que vous aviez limité, en fait, le développement du nombre des petites cantines. Donc, je souhaite une bonne continuation jusqu'à ce stade. Je pense que c'est pas la peine qu'on développe, on a compris, je pense, avec tout ce que tu nous as raconté, pourquoi, sauf si tu veux en dire quelques mots, mais pourquoi c'est voilà, pourquoi ça va être c'est cohérent, en fait, avec le reste de votre démarche, hein, de ne pas avoir un développement, comme ça exponentiel. Donc très belle continuation. C'est vraiment, très rafraîchissant. Ça fait tellement de bien de lire et surtout de voir des expériences comme celle-ci, qui sont très en profondeur et qui sont pas juste, une belle idée, qu'on essaie de mettre en place un peu n'importe comment. Là, j'invite tout le monde à se plonger dans ce livre et à reproduire les expériences, avec Petite Cantine ou avec des projets qui correspondent, à chacun. C'est vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier et pour se mettre en mouvement, comme tu dis. Merci beaucoup. Pour la qualité de la conversation. Merci. Merci. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sauce Suite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.